Bonjour, je vais vous parler de mes dernières lectures. Alors là, j'en ai lu deux. Alors, dernièrement, j'ai lu L'Empire des Anges de Bernard Werber. Alors là-dedans, on suit Michael Pinson, le héros du livre, qui meurt au tout début de l'histoire. Il est tranquillement assis dans son salon. Il y a un avion qui vient atterrir, un crash d'avion qui vient l'emporter. On suit tout le déroulement de la scène. Genre mètre par mètre, quoi, seconde par seconde même. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ben, le gars, oui, il meurt et il s'en va au paradis. Enfin, au paradis. Il arrive devant Saint-Pierre. Il a trois juges devant lui. Et il est noté sur ce qu'il a accompli sur Terre. Et là-bas, quand on arrive, il faut, pour passer le cap et devenir ange, il faut passer les 600 points. Et lui, il arrive à 570 ou un truc comme ça. Alors, il a son ange gardien, c'est Émile Zola dedans. Lui, il conteste la note, il bataille, bataille, bataille. Du coup, bah, les juges, ils disent, bon, mais ok, on lui donne 600 points. Et du coup, voilà. Alors, à 600 points, on reste avec les anges. On reste avec les anges et on s'occupe de trois âmes. Et si on n'a pas 600 points, on redescend dans une autre vie. Et du coup, dans son accident, il y a des amis à lui ou sa famille, je ne sais plus, qui se fait emporter aussi. Et eux, ils n'ont pas les 600 points. Et du coup, lui, il croyait non plus ne pas les avoir. Et il était reparti pour être réincarné. Et en fait, bon, comme Émile Zola l'a bien défendu, un bon avocat, on va dire, il est resté en haut. Il est resté en haut et on lui a donné trois âmes à guider, quoi, à guider pour qu'ils arrivent eux aussi au moins un des trois qui arrive à 600 points et là, si vous arrivez vous passez à l'étape au-dessus, c'est-à-dire euh, niveau 6, c'est là où il arrive lui, parce qu'il a 600 points, c'est niveau 6. Et s'il arrive à faire de ces trois âmes, s'il arrive à en faire une qui a 600 points, il passera au niveau 7. Et là, on va suivre donc les trois âmes qui. Alors, il y en a un, c'était un ancien Indien qui a été. Un Indien d'Amérique, hein, qui a été assassiné et qui est réincarné. Alors, l'Indien, il est réincarné. Je crois que c'est en le russe, le petit russe, Igor. Ouais, il me semble que c'était lui. L'Indien, c'était Igor. Alors, autant l'Indien, il a eu une vie très, très, très compliquée. On ne la suit pas trop, hein, il nous raconte vite fait au début. Mais Igor, oh là là, le pauvre, pauvre gamin, euh, il habite en Russie, là-bas, c'est une enfance difficile, enfin, par rapport à son père et sa mère qui se séparent quand il était encore dans le ventre à sa mère qui ne le voulait pas, qui a essayé de le tuer toute son enfance, enfin, il a eu vraiment une sale vie. Ensuite, on va suivre Vénus. Vénus, c'était alors là, c'est une gamine qui est top modèle. Première à 7 ans, je crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique, parce que sa mère était fanat de chirurgie esthétique, sa mère était fanat de top modèle et tout ça. Enfin, une gamine du système, enfin, un truc que j'envie pas du tout et que heureusement que mes enfants n'ont pas grandi dans ce milieu-là. Bon, bref, elle se démerde pas mal, mais c'est une égocentrique, pense qu'à sa gueule, c'est pareil, une enfance assez difficile et une personne assez difficile. Dans son ancienne vie, c'était un Chinois et très très riche qui a été assassiné sur une route. Il a été braqué, quoi, il s'est fait braquer, mais il y a longtemps, hein, il y a pas quelle année, mais c'était il y a très très longtemps, quoi. Il s'est fait assassiner, il est enterré, et avec lui, il y avait
sa femme de chambre, quoi, sa bonne. Il avait amené sa bonne avec lui, je sais pas, pour aller ailleurs, hein. Et du coup, lui, il l'a enterré vivant, et sa bonne par-dessus, d'ailleurs, il nous décrit la mort de sa bonne quand elle est morte, hein. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, quand Vénus est née, dans le ventre à sa mère, ils sont deux aussi. Il y a deux bébés, il y a un fœtus mâle et un fœtus femelle, elle, quoi. Et, et elle se rappelle, parce que quand on est dans le ventre, apparemment, dans le livre, hein, après je sais pas, je pense que c'est pareil. Quand on est dans le ventre, on se rappelle de l'âme qu'on était avant, quoi. Et là, elle s'est rappelée que sa bonne était morte sur lui, sur elle. Et là, c'est l'inverse, en fait, hein. Son frère jumeau meurt dans le ventre de la maman. Et enfin, c'est une coïncidence bizarre. Et ensuite, on va suivre Jacques. Non, Igor, c'était un astronaute. Ouais, Igor, c'était un astronaute français avant. Et Jacques, c'était l'Indien. Ouais, il me semble que c'est ça, hein. Jacques, c'était l'Indien. Ouais, c'est ça. Jacques était un Indien. Je me souviens de mon existence précédente. J'étais Indien d'Amérique. Je racontais des histoires à la veillée. Et puis les Blancs sont arrivés. Ils m'ont tué, pendu. Voilà, Jacques, il était donc indien. Et c'est Igor qui était astronaute français. J'ai un peu mélangé. Et on va suivre, voilà, on va les suivre toute leur vie, les trois. Et on va suivre Michael Pinson qui leur envoie des messages, qui leur envoie qui les guide, quoi, qui les guide alors par l'intermédiaire des rêves, ils passent par l'intermédiaire des rêves, ils passent par l'intermédiaire aussi des chats, et ils passent par l'intermédiaire aussi d'un genre de voyant à qui ils arrivent à communiquer des trucs. Et d'ailleurs, dedans, on retrouve Edmond Wells. Edmond Wells, si vous avez lu la trilogie des fourmis, c'est le savant, le héros de la trilogie, quoi, Edmond Wells. Au début, je me disais, c'est bizarre ce nom, ça me dit quelque chose et tout ça. Mais ouais, c'est le héros de la trilogie des fourmis. Je vais vous lire un petit passage aussi, que j'ai beaucoup. Ben, il y en a beaucoup de passages que j'ai aimés, mais celui-là, il m'a bien fait penser à ce qui se passe maintenant, quoi. Ça me fait penser à ça, quoi. L'homme est en permanence conditionné. Alors c'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Chapitre 4, je crois que c'est tome 4 ou tome 4. L'homme est en permanence conditionné par autrui. Tant qu'il se croit heureux, il ne remet pas en cause son conditionnement, ce conditionnement. Enfin, il trouve normal qu'on le contraigne à avaler des aliments qu'il déteste. C'est sa famille. Adulte, il trouve normal que son supérieur l'humilie. C'est son travail. Marié, il trouve normal que sa femme lui fasse des reproches permanents. C'est son épouse. Citoyen, il trouve normal que son gouvernement réduise sans cesse son pouvoir d'achat. C'est le gouvernement, c'est pour lequel il a voté. Non seulement il ne s'aperçoit pas qu'on l'étouffe, mais en plus il revendique sa famille, son travail, son système politique et la plupart de ses prisons comme autant de formes d'expression de sa personnalité. Beaucoup d'humains sont prêts à se battre bec et ongle pour qu'on ne leur ôte pas leur chaîne. Pour nous les anges, il est donc parfois nécessaire de provoquer ce qu'en bas ils nomment des malheurs, et nous en haut qualifions de criques, pour crise de remise en question. Les criques peuvent prendre plusieurs formes, accidents, maladies, ruptures familiales, déboires professionnels. Ces crises terrifient les mortels, mais au moins les déconditionnent provisoirement. Très vite, lui-même part à la recherche d'une autre prison. Le divorcé est pressé de se remarier. Le licencié accepte un travail plus pénible encore. Cependant, entre le moment où survient le cric et celui où le mortel retrouve une autre prison, il aura joui de quelques instants de lucidité,
il aura entrevu alors ce qui est la vraie liberté, même si en général cela l'a plutôt effrayé. Franchement, Werber, j'adore, hein. Je sais pas combien j'en ai lu, je sais plus, ça va être le 7e, 8e maintenant. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Voilà, je vous le conseille, hein. L'Empire des anges, Bernard Werber, livre de 2000. Et en deuxième, celui-là. Alors celui-là, il a 440 pages. Ouais, 440 pages. Celui-là, il en a presque 500. Et c'est pas écrit très très gros. C'est un bon gros bouquin. Alors là, on va parler dedans, ça va parler de contrôle mental. Contrôle mental, c'est dans les balbutiements. En plus, c'est, vous voyez, tous les faits racontés dans ce roman reposent sur des découvertes réelles et récentes dans le domaine de la recherche sur le cerveau. 2 années d'enquête ont été nécessaires à Larry Collins pour réunir l'immense documentation qui sous-tend l'intrigue. Franchement, c'est une bonne histoire aussi. C'est une bonne histoire quand on sait que voilà, il y a quand même quelques années, même quelques décennies, qu'ils contrôlent, ils arrivent à contrôler les gens, ils arrivent à contrôler des parties du cerveau. Bon, on sait maintenant, enfin, les éveillés toujours, les gens qui ont gratté un peu sous le vernis de tout ce qui brille là, le savent, hein, que le contrôle mental, les rayons micro-ondes et tout ça, pour contrôler les gens, c'est déjà efficace. Enfin, c'est déjà essayé. Il y a même dans des gaz, ils mettent aussi dans des lacrymogènes et dans des gaz, des trucs exprès pour contrôler les mentales des gens. Mais bon, voilà, là, dedans, on nous en parle. Et là, c'est carrément les Russes. Alors, c'est une histoire. Alors, c'est bien parce que... enfin, c'est bien. Ça nous montre leur vice, quoi. Leur vice. Pas forcément pour les Russes, parce que c'est pareil de l'autre côté. Hein, dès qu'on peut faire un petit dans le dos, ils le font. Hein, ils n'hésitent pas. Mais là, on est voilà, des Russes qui sont bien en avance sur la recherche du contrôle mental. Et ils apprennent que le président des États-Unis va faire un radioencéphalogramme ou un... Enfin, dans les années 70, il va faire un scanner de la tête. Hein. Et les Russes apprennent à contrôler déjà un gars, je ne sais plus comment il s'appelait dedans. Ils avaient réussi à provoquer chez lui la colère. Alors ce gars-là, quand on lui parlait de sa belle-mère, il rentrait dans des rages, des colères monstres. Alors voilà, le russe, le Zek il s'appelle, ils ont fait le même, alors ça s'appelle le magnétoencéphalographe. Ils ont détecté le petit courant d'énergie dans son cerveau quand il se mettait en colère. Et ils ont essayé de reproduire, enfin ils ont reproduit ce petit truc électrique là, et pour voir si ça marchait. Ils lui ont enlevé la moitié du cerveau quand même au gars. Mais l'opération a bien marché et du coup le gars est moins colérique tant qu'on ne lui actionne pas, son petit bout d'électrique. Enfin, tant qu'on ne lui met pas une petite pulsion électrique dans son cerveau, il est plus agressif. Et là, il est en train de jouer aux échecs tranquillement avec un gars on va dire dans sa cellule, hein, parce que c'est quand même un malade. C'était un prisonnier qu'ils ont, euh, sur lequel il faut une expérience, quoi. Il était tranquillement en train de jouer, et puis là, ils ont allumé la machine qui a envoyé le jus, et là, le mec, il est parti en live, mais direct. Hein. Un peu comme dans Manipulation, je vous avais raconté l'histoire de Manipulation, là, avec les rayons, pareil, micro-ondes. Là, c'est pareil, hein. Le mec, dans Manipulation, c'était dans un bar, il s'est arrêté avec une fourgonnette là devant le bar, et puis ils ont commencé à tous se foutre, à se bagarrer et tout ça, et là, c'est pareil. Là, le mec, il est parti. Et ils ont appris que le président avait fait, dernièrement, le président américain avait fait
magnétoencéphalographe. Et du coup, eux, ils ont essayé de. Enfin, ils ont fait par tous leurs moyens parce qu'ils ont des infiltrés, ils ont des agents dormants, ils ont des gens qui sont là-bas aux États-Unis depuis 20 ans et que tout le monde croit que c'est des Américains. En fait, c'est des agents dormants. Il y a juste à les appeler pour les réveiller, quoi. Et, et du coup, ils récupèrent le résultat du président, là. Alors pareil, comme le président était en retard, il y avait ils ont pensé que bon, ils ne trouveraient jamais, personne ne trouverait jamais. En plus, dans un petit laboratoire pas très très connu et tout ça. Mais bon, les Russes, ils ont des, des- des agences de renseignement qui sont bien pointues déjà à l'époque, hein. Après, c'est un livre, hein. Et là, ils arrivent à récupérer les données du président et du coup, ils arrivent à connecter leur machine là sur le cerveau du président, quoi. Et ils le manipulent, quoi. Ils le manipulent à le rendre fou. Il est prêt à deux doigts d'appuyer sur le truc nucléaire, la bombe nucléaire. Je vous dis pas la fin, hein. Alors par contre, celui-là, il est bien plus vieux, hein. Il est de 1989. 1989, ouais, j'avais 20 ans, quoi, quand il a écrit. Donc 30 piges. Mais pareil, hein, c'est un bon livre à lire, un bon suspense. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que en fait, les Russes, ils emploient des terroristes syriens pour faire les coups et du coup, les Américains sont persuadés que c'est la Syrie qui sont persuadés que c'est la Syrie parce qu'en fait, quand ils ont fait le coup, les Russes après les ont descendus, les Syriens. Donc, ils les ont abattus, comme ça il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de rien. Et du coup, comme il y a eu quelques témoins qui ont vu des gars et tout ça, ils en ont déduit que c'était les Syriens. Ils étaient à deux doigts de déclencher une autre guerre, quoi. Et le président, ouais, comme il était manipulé et qu'il lui envoyait des trucs énervement, là, des rayons d'énervement, ouais, c'était chaud, c'était chaud. Donc voilà, je vous ne raconte pas plus. Je vous le conseille. Larry Collins, Dédale. J'en avais entendu parler je crois que c'était par Bernard Werber, je crois que j'en avais entendu parler. Euh, et du coup, voilà, j'étais tombé dessus et bon, la pochette aussi, elle est bien, hein. On les voit dans un labyrinthe, ils sont, voilà, comme lobotomisés, quoi. Lobotomisés et perdus dans les dédales du cerveau, quoi. Voilà, les deux derniers. Là, je suis en train de lire Sueur froide. C'est de l'histoire de. Enfin, c'est celui que Hitchcock avait repris, hein. Euh, Là, j'en suis pas très très bien. Alors, c'est par contre, celui-là est écrit tout petit dessus. C'est écrit tout petit. Et ça, le soir, quand je suis crevé, j'arrive pas à lire. C'est trop petit. Puis voilà, j'ai pris un petit bouquin quand même. Je pensais que c'était un truc qui allait être vite lu, mais vu que c'est écrit tout petit dedans, je vous raconterai. Voilà, ben, bonne soirée, bonne journée. Nous, il est tard, là. Enfin, tard, 10h30. Il n'est pas très très tard non plus. Il y a les mimi qui font dodo. Je sais pas si vous les voyez là, je pense pas. Si, peut-être. Il y a Firon, Nina. Et Gauchi, elle est là-bas. Elle est dans sa cabane. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Adieu.